On a vu ces vols de données personnelles chez Desjardins et aussi Capital One cette semaine. Québec veut agir, Ottawa veut enquêter, mais on se pose la question qui, véritablement, va protéger nos données personnelles? Deux spécialistes sont avec nous, Michel Carlos et également Jean-Philippe Descaries-Mathieu. J'ai lu dans une entrevue, d'ailleurs, que vous avez donnée, qu'il y a 20 ans, on disait déjà que le vol d'identité, c'était le crime de l'avenir. Tous les deux, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement depuis? Mais disons, c'est justement, on n'a pas fait assez. C'est que les gens disaient que c'est le crime de l'avenir, mais concrètement, ça n'a jamais été une priorité. Un événement comme Desjardins, Capital One, c'est le temps de prendre les actions pour vraiment contrer le vol d'identité. Ils mettent des organismes en place. Moi, je suggère un guichet unique parce que les gens, les victimes de vol d'identité sont dépourvues. Est-ce que mon vol vient de Capital One, de Desjardins? Ils ne le sauront pas dans l'avenir. J'appelle où pour savoir quoi faire? Ils vont appeler leur institution financière, ils vont faire un bout, mais les gens ont besoin d'être sécurisés. Et comment que je peux prendre action? Alors, un guichet unique, ça serait une bonne solution? Bien, là, on est tellement en retard que oui, certainement. On va prendre ce qui passe, là, définitivement. Oui, c'est sûr. Puis, ce que Carlos dit a raison. C'est pas la responsabilité des gens de savoir d'où ça vient. Des fuites de données, là, comme celle-là, il y en a à tous les jours depuis des années. À tous les jours? À tous les jours. Différents niveaux, bien sûr. Mais c'est pas quelque chose de nouveau. Le meilleur exemple, en fait, c'est des fuites de données comme ça. C'est des fuites de données, même s'ils ne sont pas rendus publics, même s'ils ne sont pas revendus immédiatement, qui ont une durée de vie extrêmement longue, souvent. Je pense, par exemple, au cas de la fuite de données massive qu'il y a eu de l'ensemble des enregistrements personnels des utilisateurs de LinkedIn en 2012. C'est sorti en 2016, donc plusieurs années plus tard. Puis c'est une fuite de données qui contient des mots de passe, des messages personnels, des informations nominatives sur les utilisateurs. Fait que même plus tard, ça vaut de l'argent. Donc peut-être que la fuite, exemple, de Desjardins, est peut-être pas publique, est peut-être pas revendue sur le darknet. C'est encore un peu une zone grise à ce niveau-là, au niveau des faits. Mais ça se peut que dans 4-5 ans, ça sorte et que ça fasse énormément de dégâts aussi. On la voit d'ailleurs, la question qui est juste en bas ici. Qui est mieux placé pour nous protéger nos données personnelles? Nous-mêmes. C'est bête à dire, mais c'est la personne elle-même en premier. On appelle ça l'hygiène numérique, on pourrait dire. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire Les gens utilisent tout le temps les mêmes mots de passe, les mêmes identifiants. Ils ont tous leur cellulaire, ils ont tous en même place. Alors, de changer les mots de passe à tout le monde. Changer les mots de passe, changer l'identifiant. Là, actuellement, avec votre adresse email et votre téléphone, vous pouvez vous faire être victime d'un vol d'identité. Les fraudeurs n'ont même pas besoin de plus que ça. Ils vont appeler une compagnie de téléphone, ils vont faire un changement de téléphone, ils vont prendre le contrôle de votre téléphone. Après ça, ils vont prendre le contrôle de vos données. Donc, c'est faire le ménage, dans le fond. Qui est mieux placé pour nous protéger? Bien, c'est sûr que oui, l'hygiène numérique, c'est super important, mais il y a tout le problème aussi de confier ces ensembles de données personnelles-là, extrêmement personnelles, puis ce qui est extrapolé de nos données personnelles, comme les utilisations, les codes de crédit, par exemple, dans le cas d'Equifax, on se souvient de ça, mais les habitudes de consommation aussi. Toutes ces données-là, on les confie à des compagnies privées, externes, souvent américaines, dont le but premier est de maximiser leurs profits, pas nécessairement de protéger ces informations-là. Donc, oui, on est responsable de ce qu'on peut contrôler, certainement, mais il y a une responsabilité de la part de ces entreprises-là aussi. Puis, on l'a vu, là, Facebook commence à ramasser des amendes assez salées, merci. Mais au-delà de ça, ils sont capables de le budgéter, ces amendes-là, tellement qu'ils ont de l'argent. Est-ce que la solution passerait par le législatif? Peut-être. Oui, le gouvernement québécois également qui veut regrouper nos informations personnelles, mais il y a à peu près 80 de ces informations-là qu'on enverrait chez des entreprises. Vous l'avez dit tout à l'heure, Amazon, il y a IBM, il y a CGI. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des dangers par rapport à ça, M. Carlos? Bien, si on confie les données à un organisme extérieur, privé, qui est à l'extérieur du Canada, il y a un risque certain. Puis, dans le fond, plus qu'il y a beaucoup de données, une masse de données, s'il y a une brèche dans ce système-là, puis imaginez que c'est 80 des informations des citoyens du Québec, puis qu'il y a un bris de sécurité aux fournisseurs de services, ça va être épouvantable. Oui. Votre opinion là-dessus? C'est un point singulier d'échec. Moi, quand j'entends ça, que le gouvernement veut gérer mes données, c'est un réflexe professionnel, mais ça me fait peur un peu. La gestion de tout ce qui est contrat informatique au niveau de l'État et du gouvernement, historiquement, ça a été un échec, il faut le dire, c'est dommage. J'aimerais ça soit mieux que ça, mais les cerveaux sont tout au privé, ils sont pas au gouvernement. C'est pour ça les conditions salariales, les conditions, les avantages sociaux, c'est des compagnies privées, ils vont aller chercher les cerveaux, les spécialistes en cybersécurité là-bas. Il y en a très peu au gouvernement, puis c'est ça le problème. Peut-être brièvement aussi Ottawa qui va enquêter. Est-ce qu'Ottawa devrait avoir plus de dents, plus de sanctions pour les entreprises qui font preuve de laxisme? C'est définitif. Si on regarde les amendes qu'il y a aux États-Unis, aussi au Royaume-Uni, en Europe, ça prend
des amendes plus sévères. Mais je regarde au niveau des bureaux du surintendant de gestion financière pour apprendre un certain livre, comme ça, à vie privée, pour dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour mettre des systèmes pour protéger les citoyens à ce moment-là, donner un service aussi. Il faut aller au-delà des simples recommandations, des rapports qui vont être tablettés. Mon questionnement par rapport à ça, c'est que je crois qu'il doit y avoir une initiative législative de la part des législateurs d'exercer un certain contrôle sur notamment ces grosses entreprises-là qui ont énormément de données personnelles. Mais c'est souvent des États qui vont se buter à des entreprises dont le chiffre d'affaires est plus élevé que leur propre PIB. Donc, à quel point il y a un rapport de force? S'en foutent, en quelque sorte. Je ne sais pas s'ils s'en foutent, mais le rapport de force n'est pas exactement là. Donc, c'est extrêmement problématique quand on sait justement que Facebook peut budgéter une amende de 5 milliards puis que le contrôle exercé est moyen là-dessus. Ils ont une influence indue sur l'ensemble de la société. C'est peut-être la solution, ou du moins c'est une piste de solution, l'aspect législatif, mais à quel point ça va faire effet? Je ne sais pas. Ça reste à voir. Merci beaucoup à tous les deux. Michel Carlos, ex-chef escouade des crimes économiques à la Sûreté du Québec, et aussi Jean-Philippe Descaries-Mathieu, chef de la cybersécurité, commissionnaire du Québec. Très intéressant. Merci beaucoup. Un plaisir.